Pourquoi l'attachement anxieux complique vos relations amoureuses? Aujourd'hui, on va parler de l'attachement anxieux dans le couple. J'ai fait une précédente vidéo sur la théorie de l'attachement et les 4 styles d'attachement que je vous laisse regarder sur ma chaîne si ça vous intéresse. Donc l'attachement anxieux touche entre 15 et 20 d'adultes, ce qui est un chiffre assez important. Peut-être que vous vous demandez si vous en faites partie, c'est peut-être pour ça que vous avez cliqué sur ce lien, ou alors vous pensez à quelqu'un que vous connaissez dans votre entourage ou peut-être dans votre couple. Donc l'attachement anxieux se manifeste par une forte peur de l'abandon, une recherche constante donc de réassurance et des difficultés très importantes à faire confiance. C'est un mode relationnel qui influence donc la vie affective, mais aussi les interactions au quotidien. C'est-à-dire que ça peut avoir une influence sur votre lieu de travail, avec vos relations amicales, donc sur le plan amoureux, moi je l'ai basé là-dessus, et aussi sur les interactions familiales. Reconnaître et comprendre ce style d'attachement, ça vous permet de mieux gérer vos émotions. La théorie de l'attachement, donc ça explique comment les relations entre un enfant et ses parents, enfin toute personne qui lui apporte des soins dans son plus jeune âge, influence la confiance en soi et la façon de vivre les relations plus tard. Donc c'est John Bowlby, un psychiatre, psychanalyste britannique, qui a commencé à théoriser dans les années 50 cette idée que la qualité des premières relations de l'enfant influence son développement social et émotionnel et ses relations futures. Et puis Mary Ainsworth, qui est venue travailler dans le service de John Bowlby, a repéré différents types d'attachements basés sur les comportements des enfants lors de séparation et de retrouvailles avec leur figure d'attachement. Selon ces études, il y a environ 65 des styles d'attachement qui sont consolidés avant l'âge de 6 ans. Donc on distingue 4 grands styles d'attachement: le sécure, l'anxieux, l'évitant et le désorganisé. Et chaque type correspond à une manière différente de chercher du réconfort ou de réagir à la séparation. Voici les 10 signes fréquents d'un attachement anxieux chez l'adulte. Une peur excessive de l'abandon ou du rejet. Il y a une crainte constante que l'autre nous quitte, nous oublie ou nous critique. Même s'il n'y a aucune raison pour penser ça, c'est vraiment une peur qui est en fait incontrôlable. Il y a la recherche constante de réassurance et d'approbation. Donc c'est un besoin fréquent que l'autre confirme ses sentiments, ce qu'il veut, ce qu'il attend de la relation et son engagement. Une dépendance affective, c'est-à-dire du mal à se sentir bien sans la présence de l'autre, et puis même se sentir donc vide, sans intérêt, avec de l'anxiété dès que l'autre est absent. Une jalousie excessive avec une possessivité et un comportement de contrôle sur l'autre, comme surveiller, même peut-être parfois espionner l'autre, le questionner, vouloir tout le temps le tester et puis être, tout le temps dans l'attente d'être son centre de l'attention. Ça provoque bien sûr des ruminations, de l'insécurité avec des pensées obsédantes, envahissantes, répétitives sur la relation, la peur toujours d'avoir fait une erreur, d'avoir mal répondu, d'avoir mal interprété et donc se rejouer des scènes aussi sur ce qu'on aurait pu mieux faire. Et puis la peur d'être mal aimé et de ne jamais être à la hauteur. Avec des difficultés à exprimer ses besoins, c'est-à-dire, une tendance à cacher ses vrais besoins, ses vraies envies pour s'adapter à l'autre. Ça, c'est aussi par peur de déplaire à l'autre et donc d'être quitté, d'être rejeté. Il y a un besoin de proximité, de fusion, un désir d'être toujours très proche et évidemment, à un moment donné, ça finit par étouffer l'autre et ça entraîne en fait l'effet inverse, c'est-à-dire que l'autre se sent étouffé, donc l'attachement anxieux ressent que son partenaire a un malaise et ça encore continue à alimenter justement ce besoin de proximité. Alors qu'en face, le partenaire a plutôt envie de respirer. Une faible estime de soi, c'est-à-dire un sentiment de ne jamais être à la hauteur et donc d'avoir peu de valeur et puis de ne pas être digne de recevoir un amour de son partenaire. Et puis aussi une tendance bien sûr à se comparer toujours à l'autre et même aux autres. Une hypervigilance relationnelle, c'est-à-dire une analyse constante, des signes que l'autre peut donner d'affection ou au contraire des signes que l'autre va nous quitter et donc on surinterprète toujours les silences, les absences
et tout ce que l'autre peut faire sans nous. Et puis, il peut exister aussi des comportements que j'ai appelés de protestation, c'est-à-dire on menace de partir, on boude, on fait des tentatives pour rendre l'autre plus jaloux et c'est en fait dans le but d'obtenir une réaction rassurante de l'autre. Donc les exemples concrets de pensée: je pense tout le temps à mon partenaire et j'ai du mal à me concentrer sur autre chose. Ça, c'est quelque chose qui est important à comprendre, c'est que les pensées intrusives, envahissantes peuvent prendre toute la place. C'est-à-dire qu'on peut vraiment penser à son partenaire toute la journée et ça peut vous empêcher de faire des tâches quotidiennes ou même de travailler, de vous concentrer dans la journée sur votre travail, sur ce que vous avez à faire. Et ça prend aussi beaucoup d'énergie. On n'en parle pas assez, mais l'attachement anxieux prend finalement toute notre énergie au fil de la journée et au fil de la relation. Donc je me dis que je ne mérite pas d'être aimée ou que l'autre va forcément finir par me quitter car il va trouver mieux que moi. Je ressens de l'angoisse quand je n'ai pas de ses nouvelles et que l'autre est moins disponible. Je fais tout pour plaire, quitte à cacher mes vrais sentiments ou à m'oublier moi-même. Je suis souvent insatisfait dans mes relations, même si l'autre fait des efforts. Et si je ne réponds pas à ses messages tout de suite, il va penser que je ne l'aime pas et il va chercher quelqu'un d'autre. Alors les origines et les causes possibles. Donc on a compris que c'est dans la petite enfance que se créent nos schémas d'attachement. Les premières interactions avec les figures parentales ou les figures qui sont là pour nous donner nos premiers soins. Ça peut être aussi des grands-parents, des nourrices, ce pas forcément les parents. Il peut y avoir une absence des parents pour diverses raisons. Donc les figures, en tout cas d'attachement, influencent ce sentiment de sécurité intérieure et aident à construire aussi la capacité à gérer le stress et à poser nos fondations dans l'enfance. Donc les dynamiques familiales, on peut aussi imaginer qu'une surprotection ou qu'une négligence émotionnelle peuvent avoir évidemment une influence majeure. Donc le manque de constance dans la qualité du soin apporté au bébé et à l'enfant ou au contraire l'excès de contrôle parental, ça peut perturber le développement et la confiance en l'autre et en soi. Et puis les ruptures précoces, c'est-à-dire des séparations ou des pertes significatives durant l'enfance, sont des événements qui génèrent souvent une très grande insécurité affective qui persiste à l'âge adulte et donc plus tard, qui donne une peur d'être abandonné. Conséquences sur la vie d'adulte de cet attachement anxieux. Donc pour les relations amoureuses, ça crée une instabilité émotionnelle. Il peut y avoir des séparations fréquentes et ce schéma se répète chaque nouvelle rencontre. Il y a une dépendance affective qui s'installe aussi et ça génère bien sûr dans le couple des tensions et de l'insécurité. Souvent d'ailleurs, ce schéma d'attachement anxieux va chercher un partenaire qui a un attachement évitant. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc pour la communication, il y a des difficultés à exprimer ses besoins et surtout à être dans l'écoute de l'autre et dans l'écoute des besoins de l'autre. Et dans la vie sociale, donc là, c'est la peur du jugement, être soit en retrait, soit essayer de s'adapter à ce que l'autre attend, la jalousie qui est totalement présente et puis se comparer tout le temps, excessivement aux autres et ça peut entraîner des conflits, que ça soit dans la sphère familiale, amicale ou aussi professionnelle. Alors voici ici un exemple fictif de Marie, 32 ans, qui a un attachement anxieux et qui panique quand son partenaire ne répond pas immédiatement à ses messages. Ça, avec les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui a été totalement exacerbé, le sentiment d'angoisse. C'est-à-dire que maintenant, on peut savoir où est son partenaire, par des photos sur différents réseaux sociaux, mais aussi on peut voir si, par exemple, les messages qu'on envoie ont été lus, à quelle heure et donc ça accentue l'angoisse, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas répondu? Pourquoi est-ce qu'on a lu mon message, mais que 2, 3, 4 heures après, je n'ai toujours pas de réponse? Et il peut y avoir des symptômes physiques, c'est-à-dire que là, je parle de tremblements pour Marie, mais on peut avoir aussi des douleurs, dans le ventre, on peut se mettre à transpirer, on peut avoir à ce moment-là vraiment tous les comportements de l'anxiété qui sont là dans le corps et qu'on ressent physiquement.
avec aussi bien sûr des pensées envahissantes, c'est-à-dire que mon partenaire ne m'aime plus puisqu'il ne me répond pas instantanément. On peut pas du tout imaginer qu'il est en train de faire autre chose, qu'il est occupé à autre chose à ce moment-là, qu'il n'a pas le temps de répondre. C'est impossible, ce sont des pensées tellement envahissantes qu'on ne peut plus les contrôler. Elle a du mal à faire confiance et elle craint constamment que son compagnon la quitte, ce qui la pousse à demander à chaque fois de nouvelles preuves d'amour et même, dans ce cas-là, de renvoyer constamment dans la journée des messages en attendant d'une réponse. Donc on peut imaginer que Marie, dès son plus jeune âge, dès la petite enfance, a connu un manque, de stabilité affective. C'est-à-dire que en l'occurrence, là, j'ai pris l'exemple de la mère, mais ça pourrait être, le père ou toute personne qui s'est occupée d'elle dans sa petite enfance. Donc là, sa mère avait tendance à alterner des moments de proximité émotionnelle et des phases de distance émotionnelle. Donc il y avait pas du tout de rapport équilibré finalement dans l'affection que donnait sa mère. Et cette alternance justement entre rapprochement et éloignement, c'est un manque, d'affection qui a laissé des traces profondes chez Marie et elle, ne sachant pas à quoi s'attendre de la part de sa mère, a développé à ce moment-là une insécurité affective et un besoin constant de rechercher la validation justement et l'attention de ses proches. Des stratégies à mettre en place si vous voulez changer votre style d'attachement. Et c'est important aussi de comprendre que votre style d'attachement, il peut bouger. Si vous êtes avec un attachement anxieux, vous pouvez travailler, comprendre votre attachement pour en faire un attachement plus sécurisé. Donc la prise de conscience, ça c'est important. Déjà, si vous vous reconnaissez dans certains des signes dont on a parlé, évidemment, cette vidéo, elle est totalement éducative et c'est pas du tout pour faire un diagnostic, hein. On pose pas un diagnostic sur YouTube, c'est évident. Mais par contre, ça peut ouvrir des portes, des questionnements et peut-être pour vous, ça peut être utile d'en parler à un professionnel. Je pense bien sûr à un psychologue, un psychothérapeute, un psychiatre et peut-être de voir avec lui si vous devez engager une démarche thérapeutique pour modifier votre schéma d'attachement. Donc il y a des thérapies qui sont adaptées. Il y a la TCC, la thérapie cognitive comportementale, alors qui aide à identifier les schémas de pensée négatives et surtout à les changer et à gérer l'anxiété. Il y a la thérapie centrée sur l'attachement, donc là, on travaille ces styles d'attachement et on travaille aussi la sécurité intérieure de son enfance, son autonomie, ne plus être aussi dans le contrôle et apprendre à faire confiance. Il y a le MDR aussi pour, traiter, les traumas, ça je l'ai pas noté. La thérapie familiale aussi, qui peut être très utile et puis dans les approches complémentaires, j'ai mis la méditation de pleine conscience et toutes les techniques de régulation émotionnelle. Écoutez, si tout ça vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner et si vous voulez que je vous mette, ce slide en téléchargement, vous pouvez me le dire dans les commentaires et je vous mettrai un lien pour que vous puissiez le télécharger. À plus tard.